Bienvenue dans les Conversations Capitales, le podcast trimestriel d'Our Families Up qui décrypte les bouleversements économiques pour les entrepreneurs fortunés. Je suis Michel Lévy-Provençal, je suis prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et entrepreneur, et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Aujourd'hui, on va aborder une question qui taraude tous les investisseurs. Dans un monde où les valorisations traditionnelles semblent déconnectées de la réalité, où l'IA change tout et où les cryptos battent parfois aussi des records, comment construire une stratégie d'investissement rationnelle? Entre le FOMO d'une part et la prudence excessive, où est-ce qu'on peut placer le curseur? Alors, rappelons-le d'emblée, la crypto aujourd'hui n'est plus marginale. Le Bitcoin oscille entre 115 000 et 125 000 dollars et les stablecoins génèrent 8 000 milliards de dollars de volume annuel. C'est déjà plus que Visa. On va en parler, on va débattre de ces sujets et avec moi pour cet épisode, deux cofondateurs de Our Families Up qui réinventent le multi-family office avec une approche tech et une approche design. D'abord Frédéric Lanier, executive chairman, ensuite Alexandre Mironesco, associé et responsable de la gestion privée, expert en private equity et allocation d'actifs, et puis deux invités, un associé et un ami. Euh, Ludovic Subran, directeur des investissements d'Alliance, économiste spécialiste en macroéconomie internationale, il est senior fellow à Harvard. Ludovic gère 800 milliards d'euros pour Alliance. Et Marc Lécorché, notre ami et invité de cette émission, président de Quarks, qui est une société de gestion spécialisée dans les crypto-actifs. On est en public aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On va essayer d'y répondre au cours de l'émission. On va traiter de trois questions qui vont structurer notre discussion aujourd'hui. D'abord, le marché des fusions-acquisitions, est-ce qu'il est vraiment en train de renaître ou est-ce que c'est un vœu pieux? Les crypto-monnaies, est-ce qu'elles sont devenues un actif mature ou est-ce qu'elles restent, un casino numérique? Et enfin, les nouvelles formes de private equity, est-ce que ces nouvelles formes, cette nouvelle génération de private equity peut démocratiser l'accès aux meilleurs deals. C'est parti pour 90 minutes de débat et de conviction. Mais avant cela, je précise qu'on n'est pas là pour prescrire, mais pour éclairer vos décisions. Chaque stratégie doit être construite avec un gestionnaire de patrimoine qui comprend vos objectifs spécifiques. Allez, on démarre. On démarre avec le M&A. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Où on en est finalement de Ludovic, on va commencer par le contexte macro. On entend parler d'un retour du M&A depuis des mois. Qu'est-ce qui bloque vraiment aujourd'hui? Est-ce que les incertitudes politiques, notamment la présidence Trump, sont en train de se dissiper suffisamment pour relancer la machine du M&A? Bonjour à tous. Déjà, je pense qu'il y a 3 vagues d'incertains qui, empêchent, un vrai retour des fusions-acquisitions, même si elles vont légèrement mieux, sur la première partie de l'année 2025 qu'en 2024, qui a été vraiment un creux. La première, c'est l'incertitude autour de la guerre commerciale et réglementaire, et ça se voit notamment dans les secteurs qui sont particulièrement touchés par la chute du M&A. La santé, l'automobile, l'industrie sont particulièrement en recul. Alors ça, c'est dû à l'incertitude réglementaire, notamment dans la santé, mais dans l'automobile, c'est vraiment ces histoires de barrières, douanières. La deuxième vague d'incertains qui, à mon avis, est très forte et qui, est celle peut-être qui pourrait se dissiper sur la deuxième partie de l'année, c'est les taux américains. Ce sont les taux américains qui sont toujours très élevés, et la question, c'est est-ce que la Fed peut baisser les taux? Moi, je pense que malheureusement, elle a pas trop la place pour baisser les taux parce qu'il y a toujours 3 d'inflation et il y a encore beaucoup d'inflation dans les tuyaux. Mais le marché, lui, s'attend à ce que la Banque fédérale américaine, coupe ses taux, au moins 2 fois d'ici la fin de l'année, et ça pourrait libérer un peu une vague, de fusion-acquisition, notamment pour les boîtes qui pourraient se refinancer ou qui pourraient financer leurs acquisitions externes via de la dette. Donc ça, c'est la deuxième vague d'incertins. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, il y a beaucoup de tensions entre le président de la Banque fédérale américaine et puis le président, Trump. Et la troisième vague d'incertitude, on la vit actuellement, c'est autour des prix de l'énergie, de la guerre en Ukraine. C'est une incertitude qui touche principalement le M&A en Europe, parce qu'on a ce manque de compétitivité de l'industrie. Alors c'est lié aussi à Donald Trump, mais c'est aussi, pour moi lié principalement au secteur, de l'énergie et à la transition écologique. Quand on regarde les secteurs qui vont bien aujourd'hui dans le M&A, par exemple, c'est l'aérospatiale et la défense. C'est la chimie, c'est, l'énergie, c'est les utilities. Donc on sent qu'il y a, si,
la transition écologique, venait à libérer un peu d'énergie et ça, c'est aussi lié, au prix du gaz et donc à l'Ukraine. On pourrait voir aussi un léger mieux sur sur la deuxième partie de l'année. Mais ça, c'est aujourd'hui ce qui fait qu'il y a encore un plafond de verre, en fait, sur l'activité en fusion-acquisition. On a vécu aussi, la bulle digitale, post-Covid, l'arrivée de l'IA, bulle, pas bulle. Frédéric, comment ces bouleversements, technologiques, mais aussi, sociétaux et d'usage, impactent aujourd'hui les valorisations? Ouais, le Covid, tu parlais du Covid, ça a tiré, très, très fortement vers le haut, toutes les valorisations de l'univers digital. Faut se souvenir qu'à ce moment-là, en fait, d'une certaine manière, le digital est passé en économie de l'offre. On a eu tellement besoin de lui qu'il était, comme, le riz dans une période de famine, quoi, presque, ou comme le fuel, on va dire, dans l'économie. C'était devenu, de super nice to have, c'était quand même déjà super nice to have, c'est devenu absolument indispensable. Ça a bouleversé à l'époque, les valorisations à la hausse, et heu et puis, progressivement, fin 22, début 23, on a commencé à sentir une inflexion. Heu Il y a eu une pause. Ça a commencé un petit peu par, ça a un peu commencé par une pause, avant que, vraiment courant 23, alors là, on arrive de plein pied dans les haies et d'un seul coup, il y a un vrai changement générationnel qui commence à s'opérer à ce moment-là. C'est-à-dire que en fait, l'IA apparaissant, elle se met à déclasser le reste de la tech, en même temps que le reste de la tech est un peu au ralenti, passe à son tour un petit peu au ralenti, parce qu'à ce moment-là, les industriels ont très envie qu'on se touche. Moi, je me souviens qu'à ce que les gens se touchent à nouveau, qu'ils viennent dans les lieux physiques de vente, etc. Moi, je me souviens à ce moment-là de vivre très mal vous saviez que j'étais à l'époque patron d'une entreprise de technologie, et je me souviens d'avoir vécu avec peur les mots du CEO d'une des plus grandes boîtes pour lesquelles on travaillait, une très grande entreprise allemande, qui à ce moment-là dit: je veux qu'on revienne au handshake, qu'on se serre la main à nouveau, et cetera. Nous, on l'avait interprété tout de suite comme va y avoir une petite diminution dans les budgets. Et c'était le cas, c'était résolument le cas, et ça s'est pas passé que chez eux, ça s'est passé un peu partout. Donc simultanément, tu as ce retour quelque part du handshake à ce moment-là, les gens veulent se toucher à nouveau, et en même temps, tu as l'apparition de l'IA. Et l'IA va déclasser le reste de la tech. Et alors que le monde entier à ce moment-là, on va dire, commence à se demander, quels secteurs vont être les plus impactés, est-ce que c'est les call centers, est-ce que c'est tout ça, et cetera. Mais la première victime de l'IA à cette époque-là, c'est la tech non IA. Voilà. Et heu et donc pour répondre, c'est comme ça que j'arrive vraiment à répondre à ta question, c'est les valorisations dans la tech, c'est les 2 choses. C'est soit, fracasser quand il y a pas d'IA, quand on trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'IA à l'intérieur, soit stratosphérique, de l'autre côté. En fait, à mon avis, on a beaucoup répété à un moment donné, dans le private equity que tu as mentionné tout à l'heure, on en reparlera certainement, mais on a beaucoup dit: «Le SaaS est mort». À un moment donné, on entendait beaucoup cette phrase circuler: «Le SaaS est mort». Je crois pas que le SaaS soit mort. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités, des choses à faire autour du SaaS, où il y a des portefeuilles clients, très, très intéressants, et que peut-être qu'on est doucement en train, d'arriver, à un point bas pour les uns et à un point haut pour les autres. Puisque quand on regarde, in fine, quelle est l'absorption aujourd'hui de l'IA, vraiment en B2B dans les relations, des très grandes entreprises à la technologie, on s'aperçoit que l'adoption chez les très grands, elle est très lente. Elle est inversement Mmh. proportionnelle à la vitesse de développement de la technologie. Et on a même l'impression qu'en fait, plus ça va vite, plus ça fait peur, plus les corporatismes internes ralentissent l'adoption. Mmh. Mmh. Donc ce qui fait que en ce moment, quand on regarde tout le spectre, du digital, sur le M&A, ben, en fait, tu as 3-4 compartiments. Tu as le compartiment, de l'accord IA, alors là, on est très haut. Est-ce qu'on arrive au point haut? Je ne sais pas. Tu as là où on estimait qu'il y en avait pas, et là, on est peut-être un peu en bas, et peut-être que ça commence à repartir. J'ai le sentiment que ça commence à repartir peut-être un peu. Et puis il y a le compartiment des services de technologie, et le compartiment des services de technologie, il va toujours pas bien. Mmh. Il va toujours pas bien, ce qui démontre
ce qui démontre ce que je disais, c'est-à-dire que les grosses corporates, elles sont pas en train d'adopter Mmh. l'IA comme on espérait qu'elles l'adoptent. Mmh. Alexandre, aujourd'hui dans ce contexte, de valorisation qui est quand même assez chahuté, est-ce que tes clients voient des opportunités quand même? Oui, tout à fait. D'abord, il faut préciser une chose, c'est que nous, quand nous construisons des portefeuilles, des actifs, s'occupe d'une allocation d'actifs pour nos clients, il s'agit de pas mal d'argent. Il faut certainement beaucoup de prudence, mais c'est de l'investissement pour le long terme. Alors, c'est toujours, il faut bien faire la distinction entre les investissements pour le long terme, on parle de dizaines d'années, d'un côté, et un peu ce qu'on appelle le market timing, ou l'idée de entrer à tel ou tel moment, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? À très long terme, ça s'efface totalement. En revanche, il faut jamais entrer d'un seul coup. Il faut le faire de façon progressive, bien évidemment. Euh, Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque dans les marchés financiers, il y a une crise, et on en a vu plusieurs récemment, n'est-ce pas? Ces crises sont de plus en plus de courte durée. Donc, elles sont plutôt une opportunité de déploiement plutôt qu'à ce moment-là, plutôt qu'une menace. Il faut bien sûr, évidemment, avoir suffisamment de ressources liquides ou liquidables facilement pour pouvoir s'adonner à ce jeu. Nous l'avons déjà fait pour des clients dans le passé et ça s'est révélé intéressant. Bon, c'est pas une stratégie de long terme du tout, c'est un peu du market timing, mais comme quoi il y a un peu les deux. Il faut être investir à long terme et en même temps être un peu euh, euh, intéressé par ce qui se passe et comprendre les dynamiques, comme disait Ludovic, les dynamiques macroéconomiques qui impactent les marchés. Ludovic, on a parlé, hein, finalement d'une certaine, purge, pendant la période de 21-23. Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce qu'on est en train de vivre aussi une nouvelle bulle avec l'IA? Bah, surtout la période de 21-23 qui est une période, d'accélération des valorisations n'a pas été purgée. C'est surtout ça le sujet parce qu'en fait on est, aujourd'hui au 95e percentile des distributions historiques, des price to earning ratio. On est, pour te donner une idée, hein, on est sur des PI de 22, 24, 26, donc en fait tout est très cher. Tout est très cher. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est: est-ce qu'on peut encore avoir des valorisations attrayantes? Et la réponse est certainement oui dans la finance et la technologie. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IA, comme toute vague, digitale, c'est darwinien et on voit ça dans différents aspects de l'économie. Moi par exemple, le truc qui me fascine en ce moment, c'est que, le CAPEX déployé dans la construction de data centers est en train de complètement se substituer au CAPEX dans l'infrastructure de manière générale. Donc par exemple, si tu es investisseur dans des bureaux, il vaut mieux vraiment regarder tes investissements en bureau aujourd'hui, quoi. Parce que c'est la vague il faut retourner au bureau, elle arrive pas parce que, on n'arrive pas si tu veux, à le CAPEX que demandent ces bureaux, ou ce ré cet immobilier commercial est très élevé. Lorsqu'à côté, tu as énormément d'investissements dans les data centers et donc, il y a vraiment des arbitrages qui se font et ça, c'est une forme de darwinisme qui est très fort. Autre chose, enfin Fred en parlait, la capacité d'adoption, de diffusion de la technologie, bah, ça si tu veux, ça va créer, des bons, des brutes et des truands, quoi. C'est-à-dire, ça va vraiment, séparer le bon grain de livret, à gogo. La 3e chose, c'est la concentration. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on n'a jamais eu un marché aussi concentré, aussi anthropique. C'est-à-dire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit, en Europe, c'est quelques, actions, qui concentrent, la grosse partie de la performance de marché. Donc quelque part et c'est ça qui est très dérangeant pour beaucoup de gens qui regardent l'histoire, c'est qu'on se dit: «Oh là là, ça ressemble vraiment à la dot-com bubble, quoi. Ça ressemble à 2001, c'est» et en même temps, on se dit: «Mais bien sûr que l'IA, c'est quand même un changement fondamental, c'est anthropologique presque» et donc on veut croire, si tu veux, à l'avènement d'une nouvelle vague. Ce qui va se passer certainement, c'est qu'il va y avoir beaucoup de destruction de valeur d'un côté et beaucoup de création de valeur de l'autre. Et c'est là qu'il faut, si tu veux, être hyper sélectif et être très réactif, très agile et sentir monter un peu les signaux faibles. Moi, par exemple, dans l'adoption de l'IA et dans les valorisations, c'est vrai que je suis très surpris qu'on parle très peu du produit, si tu veux, IA énergie.
Pour moi, c'est un croisement hyper intéressant parce qu'en fait, tout ce qui est autour de l'énergie, c'est aussi de l'efficacité énergétique et donc l'IA, elle est là aussi pour donner des solutions d'optimisation de l'attribution de la puissance électrique, par exemple, sur des réseaux, sur des entreprises et cetera. Et donc ça va je pense que les stratégies, les thèmes, les tactiques vont se jouer là-dessus et à contrario, ce qu'on voit, moi par exemple, moi, le secteur de l'automobile me fascine parce que c'est plus un secteur, automobile, en fait, c'est un secteur technologique. La différence de valorisation dans les boîtes de l'automobile, elle se fait sur l'adoption de la technologie et aujourd'hui sur l'adoption d'un croisement technologie-défense. En Allemagne, par exemple, on parle de quelle est la nouvelle génération de boîtes, automobiles et ça va être des boîtes qui vont être dual use, c'est-à-dire elles vont faire et de l'usage civil et de l'usage militaire et bien sûr avec un dividende ou un intrant technologique, à trouver quoi, parce que c'est ça qui va faire la différence. Donc il y a vraiment, oui les c'est très cher, mais je pense qu'il y a encore des opportunités. À côté, bien sûr, il va y avoir de la casse et c'est ça qu'il faut éviter, quoi. On sent, hein, dans le discours, la question cyclique qui sous-tend, hein. Tu as évoqué la bulle de 2000-2001, peut-être le retour de cette bulle. Ouais, peut-être Frédéric, tu parles d'ailleurs souvent hein, de cycle aussi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du cycle du M&A? Ah, ça dépend si on parle effectivement. Tout à l'heure, j'ai répondu un petit peu sur ce qu'était le digital. Moi, j'ai plutôt l'intuition en regardant le marché, en voyant la casse qu'il y a eu tant du côté de tous les types de fonds. Quand on regarde tous les types de fonds, ça a quand même fait vraiment mal aux US. La gestion alternative, c'est catastrophique. Les VC ont énormément souffert. Je crois que 30 VC absorbent 75% aujourd'hui du capital distribué. Levées qui ont été quand même des levées de fonds, des fonds qui ont été plutôt basses. Donc on pourrait penser à plusieurs égards qu'on touche un point bas et qu'il y a quelques éléments plaidants pour une reprise. Le fait qu'on arrive peut-être un peu au bout du tunnel. D'abord, alors si je sors un peu du digital, et en repensant à ce que Ludovic vient de parler, de ce dont Ludovic vient de parler sur l'automobile, sur l'industriel. Parce que moi, dans le digital, quand je parle de digital, je suis pas touché par toute la partie. Enfin, je parle encore comme si j'étais un industriel des services que je ne suis plus, des services de technologie ce que je ne suis plus. Voilà, dans cet univers-là, on n'est pas touché par tout le discours sur les droits de douane, etc. Dans le software, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, on n'est pas touché, on n'était pas touché par ça. Euh, En revanche, dans l'automobile, dans tout ce qui est produit, dans tout ce qui est produit de consommation, etc. Là, on est touché de plein fouet. Moi, je crois effectivement que on est peut-être quand même en train, enfin, je l'espère, c'est peut-être un vœu pieux, mais d'arriver à une certaine forme d'atterrissage dans toutes les grandes conversations continentales qui ont eu lieu à l'initiative du locataire de la Maison Blanche. Et que ça pourrait aussi jouer favorablement parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont été il y a eu les mouvements un peu, tous les mouvements de crise, l'inflation post-Covid, etc. Tout ce qui a contribué à ralentir les économies, à faire peur, à faire peur sur les grandes opérations de marché. Mais qui aujourd'hui, ça s'est renforcé par tout ce discours sur les droits de douane. Mais aujourd'hui, il y a peut-être une sorte de, en fait, c'est comme si un petit peu, s'il y avait un peu moins de bordel, ça permettrait de faire redémarrer le truc. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un peu moins de disruption volontaire dans le marché, le fait qu'il y ait un peu moins de politique, peut-être pourrait nous permettre ça. C'est sans doute un vœu pieux, hein, parce qu'il a l'air de vouloir rester très, très, très interventionniste. Mais toujours est-il que il y a eu ces grandes conversations, on atterrit là-dessus. Moi, je pense qu'on n'est pas très loin et qu'on revoit d'ailleurs, on revoit des opérations fleurir ici ou là. Voilà. Frédéric vient de dire peut-être point bas, peut-être atterrissage, on voit refleurir des opérations. Mhm. Aujourd'hui, les fonds de private equity, est-ce qu'ils arrivent à sortir de leur participation ou est-ce qu'ils sont bloqués? Ils ont été bloqués pendant pas mal de temps depuis l'année dernière. Ça a été une période, c'est inusuel, donc ça arrive de temps en temps, ça c'est arrivé en 2009, 2010. Ça arrive et ça part. Donc à un moment donné, ça va repartir, ça c'est quasiment évident. La question c'est quand. On voit dans les volumes de M&A mondial qui sont d'environ 15% supérieurs le premier semestre de 2025 par rapport au premier semestre de l'année dernière. C'est un signe de reprise. Pas colossal, mais il est là. Je suis d'accord avec Frédéric, on va peut-être voir le bout du tunnel. Le marché, à un moment donné, a besoin de toute façon
de retrouver de la liquidité, etc. D'ailleurs, il en crée lui-même, c'est-à-dire que dans le private equity, il y a des fonds primaires, mais il y a aussi des fonds secondaires. Les fonds secondaires sont là pour venir apporter de la liquidité justement aux fonds primaires au moment où ils sont on va en parler bien sûr, mais ils sont en fin de leur période d'investissement, ils trouvent de la liquidité de cette façon-là. Et c'est très intéressant d'ailleurs, c'est une opportunité pour nos clients parce que les fonds secondaires ont leur attrait particuliers qui sont intéressants. Et surtout, dans une phase où la liquidité est contrainte, ça veut dire que ces fonds-là vont faire plutôt des performances supérieures. Je voudrais qu'on continue de parler des opportunités. Ludovic, le dollar a perdu 10% en quelques mois seulement. Est-ce que c'est une opportunité pour les Européens sur les actifs américains? Oui, ça l'est bien sûr, parce que ça veut dire que c'est un peu moins cher. Après, l'incertitude fait que c'est compliqué. Quand on regarde quelles sont les entreprises qui ont annoncé énormément d'investissements, c'est des entreprises qui ont été poussées à faire ces investissements pour garder l'accès au marché américain. C'est AstraZeneca, c'est Roche, c'est Iberdrola, c'est CMA-CGM, dans la santé, l'électrique, la logistique. Donc, si tu veux, il y a normalement un dollar un peu moins cher avec la technologie et la productivité des entreprises américaines devrait voir affluer énormément de capitaux européens bien investis. D'autant que les boîtes américaines ont tendance à être plus généreuses avec leurs actionnaires que les boîtes européennes. Pour plein de raisons, on a fait une étude là-dessus qui montre que les boîtes européennes, elles sont malheureusement contraintes de garder une grosse partie du cash pour subventionner les délais de paiement, les besoins en fonds de roulement des entreprises clientes et acheteuses avec qui elles travaillent. C'est pas le cas aux États-Unis. Elle rend tout aux actionnaires. Il y a la vélocité de circulation du capital aux États-Unis est 2 à 3 fois plus forte qu'en Europe. Donc, avec 10 dessus, normalement, on aurait dû voir plein d'investisseurs se dire: «Allez, c'est le moment d'acheter». Mais l'incertitude, si tu veux, tue, l'intention. Parce que, les conditions avec lesquelles il faudrait, finir ce deal, notamment, l'activité du CFIUS, hein, qui est l'équivalent du décret Montebourg américain. C'est-à-dire, c'est l'office aux États-Unis qui, accepte que des boîtes stratégiques, alors tout est un peu stratégique en ce moment, passent, aux mains de capitaux étrangers. Elle a explosé ces derniers mois parce qu'il y a un intérêt stratégique très fort autour de tous les secteurs. Je pense que ce que ça veut dire, c'est que sur le M&A, donc notamment sur les acquisitions, sur les réinvestissements, on va certainement voir quelque chose, à 12 mois. Parce que je pense pas que le dollar va se réapprécier malheureusement. Mais, Quand tu dis on va voir ça va peut-être être quelque chose, tu penses à quoi particulièrement, Ludovic? Ça je pourrait être pense quoi? que moi, des entreprises européennes riches en cash aujourd'hui et qui notamment sont à la traîne sur l'IA, ont toujours eu besoin de se diversifier géographiquement, ont besoin d'acheter, des produits avec, des accès mass market un peu différents, ont besoin encore une fois, hein, d'acheter un éventail de services. Je pense au retail par exemple où les Américains sont bien plus en avance qu'en Europe. Des boîtes, encore une fois, qui ont besoin d'une licence, c'est-à-dire des secteurs réglementés sur lesquels tu as besoin d'un accès pour être aux États-Unis. Moi, aujourd'hui, je déploierais du capital aux États-Unis, parce que c'est un peu moins cher. Mais, il faut que tu aies les reins assez solides pour te dire que ce capital pourrait être bloqué pendant un certain temps. Parce qu'en fait, ce qui fait peur, à la plupart des investisseurs aujourd'hui, c'est le côté un peu contrôle de capitaux de Donald Trump. C'est-à-dire que derrière la guerre commerciale, il y a un deuxième effet qui se coule, il y a une deuxième couche qui est, en fait, c'est moi un peu qui décide si vous avez le droit de ressortir le capital vers la maison mère, plutôt que de le réinvestir aux États-Unis. Et donc ça veut dire que ça va forcément attirer plutôt des grosses boîtes qui peuvent se dire: «Moi, en fait, je peux faire fructifier du capital aux États-Unis, j'ai pas besoin de rapatrier les dividendes, en Europe, au trimestre ou à la fin de l'année, quoi». Encore une fois, hein, on l'a oublié, mais il y a 3 mois, il y avait cette fameuse section 899 de la One Big Beautiful Bill, qui mettait une surtaxation aux investissements des boîtes étrangères aux États-Unis. Donc même si ce truc-là a sauté, ça reste, si tu veux, dans la tête un frein majeur, à la velléité d'investissement cross-border, donc transfrontalier. Mais économiquement, moi je trouve que le dollar qui se déprécie aujourd'hui et la productivité et la beauté de certaines boîtes américaines, bien sûr que c'est un moment clé pour certaines boîtes qui veulent aller acheter de la techno, acheter des équipes, acheter une diversification. Mais, voilà, avec des strings attached, comme on dit. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui,
pour les 4 prochaines années, faut se dire que, ouais, c'est super, l'IS est très bas. Ouais, c'est super, on a un président qui investit énormément et donc ça a des effets de bord sur, les technologies un peu disruptives. Oui, il y a des effets d'agglomération géniaux. Oui, il y a un consommateur très fort. Si vous voulez rapatrier vos capitaux au trimestre ou à l'année, bah, c'est pas forcément aux États-Unis qu'il faut aller aujourd'hui, quoi. Alexandre, est-ce que tu entends, ce point de la part de Ludovic? D'ailleurs, quelle stratégie notamment, tes clients, hein, je crois plutôt européens, peuvent tirer de cette situation? Quels avantages ils peuvent tirer de cette situation, du dollar notamment, qui a baissé? Alors, il y a 2 façons de gérer l'épargne de nos clients et nous faisons les 2 en parallèle parce qu'ils se complémentent extrêmement bien. La première, c'est d'avoir de l'argent qui est géré par un de nos partenaires, ce sont des banques de gestion privée, et qui va être géré de manière liquide. C'est-à-dire, ça va être des investissements sur des actions cotées, sur des fonds à liquidité quotidienne, des SICAV, etc., etc. Donc ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est, on en a parlé, on va en parler plus tard aussi, de faire du private equity, qui lui est totalement illiquide, mais qui est très complémentaire parce qu'il va évidemment avoir des espoirs de retour sur investissement bien supérieurs. Euh, sur la partie liquide, ce qui est intéressant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure déjà. Il faut rester aujourd'hui peu corrélé au marché, et ça, c'est tout à fait possible avec des fonds qui ne sont pas directement corrélés ou qui ont des caractéristiques qui font qu'ils ne vont pas bouger exactement comme le marché. Donc, si jamais le marché venait à perdre de la valeur rapidement par une crise, ces fonds-là ne se laissent pas toucher. Et en revanche, ils pourraient servir pour justement acquérir des actifs euh, à bon prix dans une crise, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est sur la partie liquide. La partie liquide, il y a des sous-stratégies du private equity peuvent être intéressantes. On a parlé du secondaire, qui consiste à racheter des actifs déjà sous LBO. Ça, c'est intéressant parce que s'ils sont contraints par la liquidité, ben, on peut les avoir à bon prix. Après, il y a d'autres stratégies. Il y a des stratégies de ce qu'on appelle de growth capital. Donc, c'est des gens qui ne font que investir dans des sociétés avec des taux de croissance très, très élevés, de type 20 à 40%, voire plus. Et ils ne font que ça. Ils le font très bien. Ils ajoutent beaucoup de valeur dans la boîte. Et donc, c'est un peu décorrélé de la macroéconomie. Tout c'est très ponctuel, très, très spécifique à des secteurs en très forte croissance. Il y a ça, il y a le co-investissement qui est encore une autre forme d'investissement par les fonds. Chacune de ces stratégies a son propre intérêt et le fait d'en faire un portefeuille diversifié avec plusieurs de ces stratégies est encore plus puissant en effet. Pour conclure cette première partie sur le M&A, j'aimerais faire un rapide tour de table, que chacun puisse s'exprimer. Si vous deviez donner un signal clair du potentiel retour du M&A, quel serait ce signal? On peut peut-être commencer par Frédéric. Bah, ce signal, enfin moi ce que je dirais, c'est que dans ce que j'ai pu dire ou ce que j'entends là, c'est que le M&A en théorie devrait reprendre par l'ouest, par notre côté ouest, puisqu'en fait oui il y a une opportunité d'action, d'agir sur les marchés américains, sur le marché américain pour les entreprises françaises. En revanche de l'autre côté, bah, ça sera peut-être un petit peu plus long. L'entrepreneur français qui prévoyait de sortir aux États-Unis, bah lui il va peut-être falloir qu'il attende un tout petit peu plus. Euh, mais c'est pas grave qu'il se console justement en allant faire du M&A américain, en se renforçant aujourd'hui pour sortir un peu plus tard et plus fort demain. Ludovic? La baisse des taux. Pour moi, le MN repart si les taux, de la Fed baissent, de 50 points de base, d'ici 6 mois et puis si Trump gagne son combat contre la Fed, le M&A va vraiment reprendre, ouais. Alexandre? Moi, je suis complètement d'accord avec Ludovic là-dessus, totalement. C'est très dépendant des taux d'intérêt. Marc, on t'a pas entendu, peut-être un mot sur ce point avant de passer à un sujet sur lequel tu vas longuement t'exprimer, les cryptos. Ouais, c'était l'élément, de la baisse des taux, on l'a vu, on est, sur des taux qui sont, assez élevés et je pense qu'ils freinent bien évidemment les opérations, de fusion et acquisition. Donc, je suis de l'avis de Ludovic, je pense qu'on doit avoir il y a 100 de chances, sur, les plateformes de paris, pour qu'on ait une baisse des taux en septembre. Je pense que ça va être le début, d'une série de baisse des taux qui va permettre effectivement d'alléger les conditions financières et de permettre aux entreprises d'être un peu plus, agressives, sur cette stratégie, de fusion-acquisition. Qui pourrait d'ailleurs aussi booster le cours des cryptos et on va en parler. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les valorisations traditionnelles, mais en même temps, évidemment,
Ça donne envie d'aller regarder d'autres horizons, hein, et d'ailleurs j'aimerais qu'on en parle un peu de ces actifs qui parfois font rêver, aussi, cauchemarder, tant ils sont volatiles. Crypto, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un cauchemar? On le voit, hein, depuis, quelque temps déjà, le bitcoin, flirte, avec les 120 000 $. Bon, il baisse là depuis quelques jours, mais on ne sait pas, au moment où sera diffusée cette émission, il aura peut-être encore, repris quelques milliers de dollars. Pour toi, est-ce qu'on est encore dans une bulle ou dans une adoption réelle du Bitcoin? En deux mots, est-ce que les cryptos, de manière générale, sont encore un casino numérique ou déjà un système financier alternatif qui est en train de s'imposer? Je suis d'accord pour le système financier alternatif qui commence à s'imposer. On a de nombreux cas. Je pense qu'on est rentré, dans une phase d'institutionnalisation, très clairement pour, Bitcoin et les cryptoactifs qui a commencé en 2024, par, la création des ETF, Bitcoin en janvier 2024 et Ethereum, en juillet 2024. Suivi par, de nombreuses avancées réglementaires, beaucoup aux États-Unis. La création une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis, de nombreuses entreprises qui créent des réserves stratégiques de Bitcoin, pour leur trésorerie d'entreprise et cette fameuse loi Genius Act. Ça, c'est des éléments qui sont concrets, tangibles et qui sont en train de mettre en place les bases pour, transitionner une partie des actifs de la finance traditionnelle, vers, cette nouvelle finance, dite blockchain, finance décentralisée, qui va être, plus rapide, moins coûteuse et on pourra en parler, pourrait réduire effectivement les activités, illicites. Parfois, on peut voir dans la presse traditionnelle, à tort que, les, cryptos, sont le terrain de jeu des malfrats, bien au contraire et je pourrais amener des éléments de réponse. Pour revenir sur le sujet des bulles, est-ce qu'on est dans une bulle de valorisation ou une bulle total sur Bitcoin? Je ne pense pas du tout. On a connu des bulles de valorisation sur Bitcoin et sur les cryptomonnaies au cours des, 15 dernières années et qui étaient notamment dues, on va dire, à l'anticipation de l'adoption. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage entre, valeur réelle de l'actif et anticipation de l'adoption. Ça a été le cas en 2011, avec la découverte de Bitcoin et le fait que Bitcoin était une monnaie et qu'elle servait à acheter des produits sur internet. En 2017, on a eu la découverte par les investisseurs particuliers de cette classe d'actifs et donc du coup, on a eu beaucoup de spéculation qui a tiré les valorisations très, très hautes. On avait aussi, à ce moment-là, de l'impression monétaire et je pense que c'est un sujet dont on va pouvoir parler, le lien entre impression monétaire et niveau de valorisation des actifs, financiers. Et Bitcoin notamment a été créé là-dessus, faut pas l'oublier. Je pense que je pourrais faire aussi un point là-dessus. 2021, bien évidemment, sortie de crise du Covid, impression monétaire colossale et donc du coup, presque, on va dire que la hausse du marché, des cryptos s'est fait sur ces injections de liquidités et là, on rentre, selon moi, dans un super cycle, beaucoup plus, pérenne, beaucoup plus stable et qui va permettre justement de voir pendant plusieurs années, une hausse et une baisse de la volatilité, des cryptomonnaies. Tu as parlé très rapidement du Genius Act. Est-ce que tu peux nous dire en 2 phrases, ce que le Genius Act est? Ouais, alors c'est une loi qui est passée, en juillet, mi-juillet 2025, par la présidence de Trump, pour permettre l'émission de stablecoins. Donc c'est des, jetons, stables, c'est la représentation d'un dollar numérique. Donc Trump a fait le choix des stablecoins et non, d'un dollar numérique, pour permettre de maintenir la suprématie du dollar. Et l'idée, c'est de permettre aux institutions financières d'émettre du dollar et selon les estimations, dans les 3 prochaines années, on devrait voir 2 000 milliards de dollars, créés, par ces stablecoins-là. C'est quoi? C'est
une demande pour des bonds, des obligations d'État américains. Et pourquoi c'est stratégique pour les États-Unis? Parce qu'on sait que au cours de l'année qui vient, on va avoir entre 7 000 et 9 000 milliards de dollars à refinancer sur la dette américaine. C'est un quart de la dette. Et on le voit, la dette américaine, compte tenu, alors les taux sont assez élevés, et donc normalement ça devrait attirer les investisseurs étrangers. On le voit, la Chine est plutôt en retrait, et ça permet justement par le biais de ces stablecoins-là d'offrir une demande pour cette dette américaine. On va en reparler longuement d'ailleurs des stablecoins, mais je voudrais qu'on revienne sur la question de la maturité en fait du marché. Effectivement, il y a des signaux hein, qui indiquent que le marché est en train de devenir mature. On a vu par exemple un mouvement de 8 milliards sur des bitcoins anciens là, ces dernières semaines. Est-ce que tu sais d'où ça vient, Marc? Alors, On a on la blockchain, Bitcoin est extrêmement transparente puisque c'est un registre distribué et partagé par tout le monde, et donc il y a des entreprises qui sont là pour tracer comme Chainalysis, et Arkham, et trouver à qui appartiennent les bitcoins. Les bitcoins dont tu parles, Michel, c'est 80 000 bitcoins qui viennent de l'ère, Satoshi. Donc c'est-à-dire des bitcoins qui ont été minés avant 2014. 2011. Ah, 2011. Avant 2011, ouais. Avant 2011, et donc c'était au tout début, de la création de Bitcoin. Hem, Et ça fait un peu peur quand même. ben, en fait, c'est ouais, Frédéric, tu as raison de mentionner, on sait pas sur ces bitcoins-là, Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, détient 1,1 million de bitcoins. Pour l'instant, eux n'ont pas bougé. Heu, on se pose la question, est-ce qu'ils bougeront un jour ces bitcoins-là? Est-ce que c'est un risque? Après, la rareté de Bitcoin, c'est sur 21 millions, et ça, tout le monde est d'accord. On s'accorde à dire que, sur ces 21 millions, il y en a peut-être 4 ou 5 millions, heu, qui n'ont jamais bougé et qui pourraient à l'avenir ne jamais bouger. Ça veut dire que Bitcoin n'est pas rare sur 21 millions, mais rare sur 15 ou 16 millions. Ça serait encore plus rare. Très honnêtement, s'ils bougent tous, je pense que le marché, et c'était un petit peu la question, pourra très largement, absorber, cette liquidité du fait de la demande institutionnelle qui est colossale, notamment les ETF, et on le voit, les ETF, ont absorbé, des centaines de milliers de bitcoins, en quelques, dizaines de mois. Et les entreprises qui sont en train de mettre en place des plans d'achat de bitcoin assez massifs, et on parle même pas des États. Ah, On parlait du Ouais. non, il y a un autre point qui fait. Oui, pardon, vas-y Michel, Ludovic, vas-y. non, pour Marc, tu dis que s'il y a 25 qui sont, c'est à peu près ça, hein, tu as dit 5 ou 6 milliards sur 15. Ça veut quand même dire, au moins une correction de prix de 25. Alors, si ouais, Ludovic, tu as raison. Bah Si non, si jamais tu dis, on c'est ça, hein, c'est absorbé, mais en fait la correction de prix elle est majeure. Alors sur les 80 000 bitcoins typiquement, on a vu des mouvements qui ont été réalisés, des bitcoins qui ont été envoyés sur les plateformes. Vraiment 40 000 bitcoins auraient été vendus, il en resterait 40 000. Il y a beaucoup d'opérations qui se font over the counter, c'est-à-dire de gré à gré, ce qui est bien évidemment possible, et d'autres qui sont vendues au cours de l'eau sur le marché. Quand on a eu l'annonce des 80 000 et les transferts vers les plateformes, on a eu une baisse de 6 du prix du bitcoin. Donc, qui pourrait être potentiellement, en lien avec, les ventes de ces 40 000 bitcoins. De toute façon, même si on avait 25 de baisse du cours de bitcoin, ce qui est totalement possible, et on l'a vu, en début d'année avec notamment les négociations, tarifaires avec Trump. Ça change pas la tendance long terme, et la volatilité de Bitcoin n'a jamais été aussi basse depuis les 10 dernières années, ce qui montre aussi une preuve de maturation. On parlait de la mature du marché. Bitcoin devient un actif, investissable par les investisseurs traditionnels du fait de cette baisse de volatilité. Ouais, Bon, j'ai une petite question aussi. Est-ce que dans les allers-retours qu'on a vus, dans les dernières semaines là, entre 113 et 120, il y a eu plusieurs allers-retours là dans les dernières semaines. Est-ce qu'il y a eu d'autres,
d'autres opérations qui étaient proches, comme la première de l'instant Satoshi avec des très, très vieux, bitcoins ou pas? Ou c'était la seule? Non, non, en tout cas, pas de taille significative qui nous ont été remontées, non. Il y a un autre point qui fait peur, hein, aux investisseurs, c'est la question de la sécurité. Il y a eu un hack, hein, record sur, Ethereum, je crois 1,5 milliard d'Ethereum hackés en 2025. Bon, le marché l'a absorbé. Est-ce qu'on peut, craindre, encore, des hacks ou même un hack systémique? Ou est-ce que, d'après toi, ces accidents restent marginaux? C'est important de bien mentionner que là, on parle, de hack, c'est-à-dire un incident de sécurité qui touche une plateforme et non pas la blockchain. Les blockchains comme Bitcoin et comme Ethereum, n'ont jamais connu d'incident de sécurité, de faille majeure, permettant de, voler des fonds, directement sur la blockchain. Là, on parle d'institutions, comme et tu fais la référence à Bybit qui, début janvier 2025 s'est fait voler 1,5 milliard d'Ethereum. Bybit est une plateforme, comme, Binance, Coinbase, ou Kraken qu'on connaît mieux. Très clairement, ils conservaient plus de 70 de leurs Ethereum sur une seule clé. C'est pas forcément un très, très bon money, management. Donc, et toutes les autres plateformes dignes de renom, ne font pas ça. Nous, chez Quarks, on travaille avec Kraken et bien évidemment que, Kraken ne conserve pas 70 de ses Ethereum sur une seule clé. Bybit, faut le dire, était sur la liste noire de l'AMF avant juillet 2024. Et donc, du coup, les clients français ont été obligés de clôturer leur compte de Bybit. Maintenant, Bybit, il faut savoir qu'ils ont fait un travail énorme pour avoir cette fameuse licence MiCA. Et donc voilà. Mais bon, ça n'empêche pas, ça arrive. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les utilisateurs n'ont pas perdu d'argent sur le hack de Bybit. Heu, donc je pense que c'est aussi une preuve de maturité, de l'écosystème qui est en train de se mettre en place. Alexandre, une question, on entend souvent un argument qui dit que en fait, les cryptos, c'est une protection contre l'inflation. Est-ce que, c'est un argument qui tient la route? Moi, je pense que oui. Je pense que les cryptos, notamment le Bitcoin surtout, c'est comme disait Marc tout à l'heure, le Bitcoin est non inflationniste par construction. C'est une formule mathématique qui échappe à tout le monde. Donc, c'est totalement distribué. C'est sur des milliers, voire des centaines de milliers de serveurs dans le monde entier. Personne ne peut le changer, le modifier. Et c'est limité à exactement 21 millions par une formule asymptotique. Ça ne peut pas dépasser. Et donc, puisqu'on ne peut pas en créer plus, c'est une réserve de valeur. On a observé dans le passé une corrélation forte entre la masse monétaire mondiale, globale, c'est essentiellement dollar et euro, mais c'est une autre monnaie, qui s'appelle la M2, la masse M2, ce que les économistes suivent, d'un côté, et la valeur du Bitcoin de l'autre. Donc, cette corrélation est très forte. Elle est au-dessus de 90% de taux de corrélation, 95. Donc, c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une corrélation là-dedans. Cette corrélation, elle prouve le point que plus on augmente la masse monétaire, donc on crée de la nouvelle monnaie qui n'a pas forcément en face d'elle des biens et services qui augmentent à une vitesse, donc ça devient de l'inflation monétaire, ça, augmentation de la masse monétaire, et le Bitcoin, il ne souffre pas de ça. Sa valeur va rester stable dans le temps parce qu'il va valoir plus exprimer en cette monnaie enflattée. On vient de parler, hein, du bitcoin, mais finalement, ce qui monte, particulièrement en ce moment, ce sont les stablecoins. Marc, Mhm. a évoqué le Genius Act, tout à l'heure. Ces stablecoins redessinent, en fait, la finance du quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement, vraiment simplement, ce qu'est un stablecoin et en quoi c'est différent d'une crypto comme... La question m'est posée, j'imagine. Oui, Oui, c'est à Marc, bien sûr, Marc, oui. alors, le stablecoin, il faut, pour revenir en arrière, hein, le premier stablecoin, c'était Tether qui l'a lancé en 2016 et il était utilisé par les traders qui, heu, faisaient des échanges sur Bitcoin et qui se retrouvaient un peu gênés, parfois parce qu'ils voulaient, être, en position neutre C'était et du coup l'USDT, ne c'est pas subir ça? l'USDT Ouais. exactement, Mmh. émis par l'entreprise Tether. Et donc du coup, ils avaient besoin, d'être sur une monnaie stable.
Et donc du coup, Tether a répondu à cette demande de la part des traders, asiatiques, en 2014-2015, en émettant, ce premier stablecoin. Et actuellement, le premier stablecoin domine le marché, il a 61 de part de marché sur un marché qui fait 270 milliards. Et donc un stablecoin, un USDT est égal à 1 conservé dans les comptes. Ouais, plus ou moins, quand on regarde la stabilité, elle est quand même relativement bonne et au final, ce qui intéresse, c'est la stabilité au moment où on l'échange, sur une longue période, il tend, C'est plus ou moins à 1 quoi, en gros, hein? plus ou même moins Ouais. de 1 Mmh. d'écart sur l'USDT. Il y a eu des phases de stress dans des phases qu'on a connues, il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment très, très stable et Tether publie des audits justement de leurs, réserves en dollars et donc quand on achète un USDT, on a 1 qui est, mis dans les réserves, de Tether qui sert à acheter, des, obligations du bon du trésor, en dollars, mais pas que. Et donc avec les excès de liquidité et notamment les bénéfices que cette entreprise réalise et c'est pour ça aussi que c'est un enjeu majeur, on l'a vu, Circle qui est un concurrent de Tether a fait son introduction en bourse et a explosé. Pourquoi? Parce que c'est des business qui sont extrêmement rentables. Imaginez de placer, 150 milliards à, un taux de 4 ça vous fait 6 milliards par an, de bénéfices et c'est à peu près le bénéfice net de Tether sur l'année 2024, 6 milliards. Quand vous avez une boîte qui compte 300 personnes, vous faites le rapport, c'est des business qui sont extrêmement extrêmement rentables et donc C'est là qu'il faut investir, en fait. ouais, exactement. On peut pas être actionnaire de Tether, mais par contre, typiquement Circle, vous auriez pu faire l'introduction en bourse, au Nasdaq, le titre a été multiplié par 8 parce que la valorisation effectivement était relativement faible et donc Heu, ce dollar-là va avoir une, célérité qui n'est pas celle, qui est dans les obligations puisque ce dollar numérique va pouvoir continuer à, rester, dans la sphère et peut être placé dans la finance décentralisée pour faire un effet de levier ou pour pouvoir acheter d'autres produits. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que on passe sur une nouvelle, architecture plus rapide, avec un moindre coût. Je fais souvent le parallèle entre, l'autoroute et la route de campagne. La finance traditionnelle, on est sur la route de campagne, ça coûte cher, on met du temps, là, on a cette autoroute qui est à côté de nous, qui, nous permet d'aller plus vite et à moindre coût. Les institutionnels l'ont bien compris. Il y a, des projets pilotes dans toutes les banques, même les banques, qui étaient, très crypto-sceptiques comme Goldman Sachs ou JP Morgan sont en train, d'embrasser, la technologie blockchain et de réaliser des tests pour justement l'utiliser. Donc je pense que tout ça va vraiment dans le bon sens et montre ce super cycle. Ludovic, tu as souvent défendu, hein, les stablecoins, comme l'une des innovations les plus sérieuses, du secteur. Est-ce que tu es d'accord avec, la définition de Marc et pourquoi tu défends les stablecoins? Oui, je suis d'accord. En fait, Marc l'a expliqué peut-être plus, avant, c'est-à-dire qu'il faut se dire que c'est comme un dollar numérique, privé. En fait, c'est ça le gros sujet, c'est pour moi, c'est un peu la banque du futur, en fait, les stablecoins. C'est la banque sans la banque. Et donc, c'est une façon, d'avoir, des bouts alors derrière ce dollar, il y a forcément, quelque chose et dans ce cas-ci, c'est souvent des bouts de dette américaine, faut quand même se le dire. C'est-à-dire, c'est pas un dollar, créé, c'est un dollar qui est attaché à un sous-jacent et donc c'est souvent du papier et donc, de la dette américaine. Moi, ce que je dis, c'est que les stablecoins, c'est surtout, en effet, la première fois dans les fintechs que je vois quelque chose de différent. Et donc tu parlais tout à l'heure de l'institutionnalisation des gens des cryptos. Pour moi, c'est ça leur institutionnalisation. C'est-à-dire que maintenant, ça devient des gens un peu plus âgés, donc ils ont besoin de choses beaucoup plus stables. Ils ont plus, si tu veux, le cœur assez, prêt à avoir des moins 10 par jour sur les cryptos et donc il leur a fallu un truc pour les rassurer, c'est leur ophytose à eux et donc, il y a les stablecoins qui ont été créés. Et donc c'est fascinant parce que pour le coup, ça remet tout à plat. Les banques, les gestionnaires d'actifs parce qu'après bien sûr, bah, une fois que tu as créé cette nouvelle monnaie décentralisée, tu peux lui faire faire ce que tu veux.
des prêts, des placements, c'est ce que Marc voulait dire en fait. Tu places en fait à 4, c'est en gros des comptes d'épargne. C'est juste que tu les crées beaucoup plus rapidement que, créés par le passé. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est génial. Je trouve que ça rebat complètement les cartes de la finance, intermédiaire. Et donc du coup, ça pose plein de questions. Celui du risque de contrepartie, c'est-à-dire, bah, est-ce que Tether est une boîte, qui en effet a le bilan de la Fed? Non. Le seigneurage par rapport à la Fed, puisque ça émet aussi des petites obligations du trésor, donc s'il y a un défaut, qui est-ce qu'on paye en premier et qui est-ce qui doit prendre une paume? Ça crée aussi ça crée des questions majeures, de, de domination monétaire. On est en ce moment en train de se dire: «Est-ce que le dollar est la valeur refuge? Est-ce qu'il a ce privilège exorbitant?» On cite Connolly, hein, le secrétaire d'État, le secrétaire au trésor de Nixon qui disait, «Our dollar, your problem». Là, on sent vraiment le sujet parce que quand on achète des stablecoins, en fait, c'est «Our stablecoin, but your problem», quoi. Mmh. Et donc on a vu des ancrages, on a vu et puis en euros, moi ça me pose plein de questions. La Société Générale, par exemple, SG Forge est le premier à avoir fait son stablecoin en euros, mais en gros, le marché du stablecoin aujourd'hui, c'est 99,9 en dollars. Mmh. Donc moi, je trouve ça génial. Après, c'est la riposte qui m'intéresse. C'est-à-dire, est-ce que nos banques, nos gérants, nos institutions financières, nos financières, nos entrepreneurs sont prêts eux aussi à adopter, cette innovation de la finance décentralisée qui est le stablecoin? Comment on l'utilise? La dernière fois, lors du dernier podcast, j'avais parlé, par exemple, du boulevard que ça crée pour les pays émergents, qui voudraient, si tu veux, se rendre, un peu plus, indépendants d'une forme de financiarisation en dollars évidente, mais pour ça, ça veut dire créer des stablecoins dans leur monnaie, quoi. Et le dernier sujet peut-être qu'il faut comprendre sur les stablecoins qui pour moi est aussi, hyper important, c'est, quelque part, là on voit la régulation qui se met en place, on a vu le Genius Act, on voit MiCA en Europe et cetera. Mais, heu, c'est une régulation qui comprend parce qu'encore une fois, on a les bitcoins, on a compris la différence, mais le gros truc qui est, dans le collimateur des régulateurs, c'est eux, ils avaient prévu de faire un stablecoin public qui était ce fameux, euro digital ou, ce que les Chinois ont fait quoi, le yuan digital. C'est-à-dire, est-ce qu'au lieu de laisser le secteur privé créer toutes ces monnaies, on le fait avec un compte à la banque centrale, en fait. Et donc ça, si tu veux, pour les, libertariens derrière les cryptoactifs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le stablecoin offre une alternative à ce qui était en train d'être préparé dans les cuisines des banques centrales, qui étaient ces, monnaies digitales de banque centrale, qui étaient elles aussi prévues pour baisser les coûts de transaction, accélérer les paiements, faciliter les transferts et cetera. Et faciliter aussi une forme de gestion d'épargne des intermédiaires. Bah, là, maintenant, on a une solution privée qui va beaucoup, beaucoup plus vite que les solutions publiques. Après, voilà, elles ont des sujets, enfin, les problèmes vont venir au fur et à mesure qu'elles se développent. Et aujourd'hui, pour moi, Européen convaincu, mon principal sujet, c'est l'armada de stablecoins en dollars qui déferle sur l'Europe. Et ça, forcément, ça m'inquiète parce que on est dans un moment où on va un peu avoir une riposte, dans notre monnaie, quoi. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long, mais je voulais juste, Non, non, c'était hyper hem, important de comprendre, l'enjeu, mais on va reparler, hein, de ces enjeux aussi macro, géopolitiques, hein, qui sous-tendent, ce qui est en train de se passer avec les stablecoins. Mais je voudrais revenir à ce que Marc propose d'ailleurs, pas pour faire de la pub, mais c'est intéressant de comprendre, ce sur quoi tu travailles. Tu proposes de la gestion déléguée en crypto. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Comment est-ce que tu, mixes Bitcoin et stablecoins ou même de l'Ether ou des cryptos en général, hein, et les stablecoins? Et aussi, quelle performance tu as, pu démontrer, ces dernières, années? Je sais pas si on peut parler en années? Ouais, nous, on est une société de gestion spécialisée dans les cryptoactifs. On travaille avec les professionnels du patrimoine comme Our Family's Up, parce qu'on est convaincu que c'est eux, qui seront les plus à même à moderniser le patrimoine des Français. Et en fait, on propose des mandats de gestion un peu comme, les clients ont l'habitude d'avoir avec des mandats de gestion investis en actions où, ils vont avoir du Total, du Nvidia, du LVMH. Bah, là, on va avoir des portefeuilles diversifiés en crypto, actifs. C'est nous qui gérons et qui le faisons. On a une équipe de gestion de 3 personnes qui a plus de 30 ans, d'expérience en gestion d'actifs. C'est vrai que je me suis pas présenté, mais avant j'étais gérant de portefeuille pour BNP Paribas et pour Rothschild. Et donc c'est vrai que voilà, cette vision, d'apporter les meilleures pratiques de gestion de la finance, traditionnelle au monde de la crypto, c'est ce qu'on a souhaité faire avec Quarks. Et donc très concrètement
on voit avec le client quel est son profil, d'investisseur et on a 2 mandats de gestion, un portefeuille dynamique et un portefeuille équilibré qui va p répondre aux besoins de ces clients-là. On s'occupe de tout, que ce soit de la sécurisation des actifs et ça, c'est quelque chose qui est relativement important et qui peut faire peur justement en crypto. On a vu des gens qui ont perdu, des clés et aussi, des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit: «J'ai perdu de l'argent en investissant en crypto» et à chaque fois on leur pose la question: «Mais comment c'est possible? Ça a été la meilleure classe d'actifs sur les 10 dernières années». Et souvent la réponse évidente, c'est voilà, les biais Les allers-retours. comportementaux, voilà, Mmh. les biais comportementaux, la volatilité et aussi cette fausse idée que les clients, arrivent sur le marché en se disant: «Bah, Bitcoin a déjà trop monté, je vais pas en acheter, je vais, essayer d'acheter une, crypto du top 100». Et on se rend compte que, il y a beaucoup de cryptos du top 100 il y a 5 ans qui n'existent plus, qui sont tombés à zéro. Actuellement, on a plusieurs dizaines de milliers de cryptos, qui ont été créés, heu et du coup, il y a un choix qui est nécessaire à faire qui est extrêmement important. Je fais souvent le parallèle entre, la naissance des cryptos et la naissance d'internet dans les années 90. Les courbes d'adoption se superposent et ben, à la fin des années 90, on a beaucoup vu de sociétés, de fintech, exploser et disparaître. Bah, ça va être la même chose avec les cryptos. Il faut être extrêmement sélectif et je pense que c'est, la valeur ajoutée que Quarks apporte, à ses clients. En termes de performance, pour reprendre les performances du fonds, Quarks a été créé en 2022. En 2023, on a réalisé, 103 de performance nette de frais de gestion pour nos clients sur un portefeuille dynamique. Sur un portefeuille, équilibré, on était à un peu plus de 50. Sur, le 2024, on était à 74 pour le portefeuille dynamique et 67 pour le portefeuille équilibré et depuis le début de l'année, on est à -5 sur le portefeuille dynamique, mais il y a eu beaucoup de volatilité. Avec Trump, typiquement, on est descendu jusqu'à -30. Donc et c'est là où c'est important vraiment et nous, on le dit toujours et c'est pour ça, on en parlera peut-être avec Alexandre, on Mmh. recommande de ne pas dépasser, 5 à 10 maximum du patrimoine en crypto. C'est Alexandre est déjà haut. plus proche des 2. On est plus prudent que ça, oui. Moi, On est je suis plus plus. prudent que ça, mais donc voilà, nous, c'est la vision que l'on a et notre recommandation et une fois qu'on a justement eu ce pourcentage-là qui est relativement faible, la volatilité est beaucoup plus supportable. Quel est le ticket minimum en 2 mots? Ticket minimum, c'est des tickets qui sont vraiment très accessibles. On est à 20 000 € sur la première offre et 80 000 € sur l'offre premium où il y a pas de frais de gestion. On prend que des frais, des commissions de surperformance. C'est-à-dire qu'on aligne parfaitement les intérêts, du client avec ceux de Quarks, sachant que si on leur fait pas gagner d'argent, nous on prend pas de commission de gestion. Sur les perspectives de rendement qu'on peut attendre sur les 10 prochaines années, hem sur les 10 dernières, les rendements étaient proches des 60 à 80 annuels. C'était la découverte de la crypto-monnaie et de cette classe d'actifs et donc c'était beaucoup plus facile d'avoir Et des Marc, rendements très élevés. bah, pour revenir parce que, en 2022, par exemple, quand le bitcoin fait -60, vous, votre, performance en 2022, elle fait On quoi, par exemple? on était à -40, -48, -48. Ouais, d'accord. OK. Donc, on a justement cet effet, d'absorption, de la baisse des marchés et dans les marchés baissiers, on crée justement de la surperformance par rapport à Bitcoin en ayant une poche de stablecoin, qui, peut aller jusqu'à 20. On a eu aussi du stablecoin en or, adossé à l'or durant l'année, 2024 sur le portefeuille dynamique et sur le portefeuille équilibré. On en a toujours sur le portefeuille équilibré, qui nous permet d'avoir une meilleure maîtrise de la volatilité, du fait de la décorrélation entre l'or, et les cryptoactifs. Et pour terminer sur les perspectives de performance, on est très à l'aise pour communiquer à 30 par an net de frais de gestion sur les 10 prochaines années. Ça veut dire qu'on a eu un multiple de 13 sur les 10 prochaines années, qui correspond à ces 10 ans d'institutionnalisation de cette classe d'actifs. Pour moi, actuellement, il n'y a aucune autre classe d'actifs qui offre un plus rendement risque comme celle-là. Le risque est asymétrique. Voilà. Ouais.
Est-ce que les stablecoins, c'est un acte stratégique pour les États-Unis, Marc? Concrètement, c'est une des avec les négociations tarifaires, je pense, où il y a eu des contraintes d'achat de dette américaine, liées, aux négociations. À ça, il faut rajouter effectivement ce stablecoin-là qui est censé apporter une demande pour les bons du trésor en dollars et pour le refinancement de la dette américaine. Pour moi, c'est absolument, nécessaire. Ludovic, basiquement, est-ce que ça double l'émission monétaire? Autrement dit, quand, on met 1 $, au coffre, un stablecoin créé, est-ce que c'est pas en train de doubler la création monétaire? Non, non, pas du tout. C'est juste, que ça permet d'écouler de la dette. C'est si tu veux, c'est l'idée pourquoi c'est Un fascinant, accélérateur de de faire dette. ça maintenant? Bah, c'est un accélérateur d'absorption de dette. C'est-à-dire que l'accélérateur de dette, c'est Trump. C'est pas Non, si tu veux, non, 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 Trump non. décide de baisser Ça fait une demande alternative. C'est-à-dire que là où, par exemple, les Chinois peuvent se retirer un peu, bah, les banques qui vont émettre des stablecoins vont arriver et prendre ça à la place. Les 2000 ah milliards oui, mais sur les 7000 à refinancer. Donc, c'est pas mal. donc Trump crée beaucoup de dettes parce qu'il ne sait pas gérer les finances américaines, 8 de déficit, 160 de dette sur PIB à 2030. Donc ça, c'est le sujet. Comme, les banques vigilantes, donc les gens qui font ça depuis des années et qui notent du rendement, les PIMCO et cetera, ils se disent: «Vu l'inflation et la gestion des finances publiques désastreuse, on va commencer à demander 5 voire 6 sur du 10 ans». Et Trump se dit: «C'est le moment de mettre la pédale d'accélérateur sur refourguer de la dette en petits bouts à plein de gens». Donc quelque part, si tu veux, c'est super parce qu'il rencontre une nouvelle demande, mais ça résout pas les problèmes du sous-jacent. C'est ça qui est super important à comprendre. C'est-à-dire que quand les stablecoins, c'est un super rendement, mais ça veut dire que vous êtes exposé en dollars et sur de la dette américaine. Donc s'il y a un problème sur le dollar ou sur la dette américaine, vous êtes marron comme les autres. Peut-être un peu moins parce que Marc, il fait de la gestion active, mais vous êtes marron. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça crée pas de nouvelles dettes. Mais si tu veux, stratégiquement, Trump décide de faire cette poussée sur les stablecoins à un moment où il y a quand même de grosses questions sur la soutenabilité de la dette américaine. Il le fait pas à un autre moment. Mmh. Bon, Et l'Europe, dans tout ça, un euro Ah, si tu numérique, veux, l'Europe, on a plein de sujets. C'est-à-dire que nous, on a déjà des banques très fortes. Donc, tout ce qui est non bancaire, c'est hyper dur à faire. On a déjà, tu vois, par exemple, par rapport aux États-Unis, et c'est notre gros sujet aujourd'hui, on n'émet pas assez de dettes sur les marchés pour les entreprises. Par rapport aux États-Unis, la profondeur de tous nos marchés sont 2 fois, 3 fois, moindres que les marchés américains. Donc si tu veux, maintenant arrive cette innovation complètement disruptive et donc là, on se dit: «Bah, et nous dans tout ça?» Et pour de bonnes raisons. Donc il y a quelques acteurs qui commencent à se poser la question d'eux, parce qu'en fait, moi je pense qu'on va devoir, c'est ce qui s'appelle l'avantage de l'arriération en économie, c'est-à-dire il va falloir faire des sauts en avant majeurs. Il va peut-être falloir, très vite passer au stablecoin en euros, très, très vite. Pour justement, éviter, si tu veux, de passer combien ça fait 15 ans, enfin pas 15 ans, j'exagère, mais ça fait 10 ans qu'on parle d'union de marché de capitaux. Ça fait, je sais pas combien d'années maintenant qu'on se dit: «Ah beh, on a un marché du private equity trop peu profond, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose pour» maintenant on appelle ça l'union de l'épargne et de l'investissement pour que nos boîtes se cotent en Europe au lieu d'aller aux États-Unis. Maintenant la démocratisation, hein, ce fait que les stablecoins, c'est de l'innovation, si tu veux, qui permet de faire des branchements dans la maison où tu as des prises partout et donc tout le monde peut se brancher. C'est vraiment une création de réseau où, des gens qui n'avaient pas accès parce qu'ils étaient mal conseillés, trop petits, ou parce que c'était trop cher, maintenant ils ont accès à une forme de finance, beaucoup plus active, beaucoup plus décentralisée et donc forcément, bah, les Européens doivent aussi essayer d'avoir accès à cette finance parce que sinon on est complètement à l'amende, ça c'est sûr. OK, je vous propose qu'on laisse les cryptos derrière et qu'on parle mhm, maintenant mhm, de solutions un peu moins volatiles, mais tout aussi absolument. prometteuses, en termes de rendement. Des nouvelles générations de private equity et on va démarrer, avec Alexandre, sur ce sujet. Tu parles souvent de private equity nouvelle version, Mhm. nouvelle Oui, génération. Pourquoi tu parles de nouvelle génération? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans cette nouvelle génération de private equity? très bonne question. Ce qui a changé il y a à peu près 2 ans, c'est qu'une série d'acteurs, peut-être une douzaine, ont arrivé sur ce marché pour proposer une démocratisation du private equity, heu, de plus haut
plans, c'est-à-dire les meilleurs fonds du monde, qui sont généralement aussi très gros. Ils sont beaucoup aux États-Unis, mais pour moitié à peu près, mais aussi en Europe et aussi en Asie. Mais les plus gros, ceux qui ont le plus de succès, qui sont les meilleurs, ont eu tendance à lever de plus en plus de fonds, donc à devenir très gros. Lorsque les fonds de private equity sont gros, ils sont hors de portée pour la plupart le commun des mortels. Et donc, ce que ces gens-là ont eu comme idée, c'est de se dire, mettons une interface sur la base d'un fonds classique français, AMF, simple, un fonds simple, qui s'appelle un fonds nourricier, en anglais feeder fund, qui va tout simplement s'interposer entre les fonds importants, les fonds sélectionnés, et en proposant à l'investisseur un ticket minimum, qui est une régulation AMF, de 100 000 euros. Alors évidemment, 100 000 euros, ça n'a rien à voir avec les dizaines de millions, voire peut-être centaines nécessaires pour avoir une seule ligne dans un seul fonds des fonds sous-jacents. Par conséquent, c'est vraiment un changement radical d'approche. Et ce qui permet à nos clients d'investir non seulement dans mais dans un grand nombre de ces fonds sur longue période, et donc d'avoir une diversification absolument importante. D'accord. Frédéric, j'aimerais, avoir ton point de vue à la fois d'investisseur, mais aussi, d'une certaine manière, ton point de vue de connaisseur de ce sujet. Quelle est la différence de performance qu'on peut avoir entre investir directement dans une start-up et passer par, ces fonds, Bah, en fait, d'abord une start-up, ce serait plutôt des venture capitalistes, les fameux VC qui seraient derrière, qu'on trouve pas forcément énormément dans les fonds feeders, même si ça existe peut-être, Alexandre pourra nous le dire. Euh, mais, euh, mais en tout cas, disons, par rapport à le faire en private equity, si on compare le private equity dans l'investissement dans une entreprise mature, par exemple. La différence, c'est évidemment un énorme écart de risque pris entre le fait d'aller dans l'entreprise et rentrer sur un ticket moyen de quelques centaines de milliers d'euros, par exemple, ou mettons minimum quelques dizaines de milliers jusqu'à quelques millions, versus en fait aller dans un fonds qui lui va prendre le soin de répartir cette somme. Mais passant au feeder, là, en fait, le spread de risque va encore augmenter considérablement, puisque en fait, dans le feeder, on va diversifier les fonds. Donc, c'est-à-dire que le fonds diversifie les entreprises, le feeder diversifie les fonds. Ce qui fait que le risque résiduel par rapport à l'investissement en direct dans une entreprise, que ce soit une start-up ou une entreprise mature, waouh, il est complètement explosé. Donc, la particularité relativement extraordinaire de ce qu'on peut faire avec des feeders, c'est que derrière la démocratisation qu'intègre le feeder, le fait de pouvoir avoir accès à des fonds incroyables dans lesquels beaucoup de gens, nos clients, n'auraient pas accès autrement, ils vont avoir cet accès, mais en plus, ils vont pouvoir le ventiler dans une réalité de risque inhérent à chaque ligne, extrêmement simplifiée. Je vais laisser Alex reprendre sur ce Oui, tout à sujet-là, fait. mais voilà. C'est exactement ça. Prenons un exemple chiffré. Si vous avez pas mal de fortune personnelle, et si par exemple vous voulez vous lancer dans un programme, ce que nous suggérons de faire à nos clients, un programme régulier d'investissement qui permet d'imiter ce que font les institutionnels depuis 40 ans, c'est-à-dire d'avoir tout l'historique, tous les millésimes de plein de fonds différents sur longue période, parce que c'est là que vous diversifiez encore plus le risque. Et donc, prenons un exemple concret. Supposons que vous souscriviez pour 1 million d'euros par an à des fonds feeder. Ça veut dire que vous pouvez, puisque c'est 100 000 euros minimum, en faire 10 dans l'année. Leur duration moyenne, c'est à peu près 10 ans. Et donc, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous allez avoir un portefeuille qui contient 10 par an fois 10, c'est 100 fonds. Mais comme disait à l'instant Frédéric, chaque fonds peut avoir, alors parfois un, mais c'est rare, de plus en plus 3, voire 4, voire 5 fonds différents primaires. Et donc, prenons 3 en général. Donc, ça veut dire que vous avez tout à coup, dans les 100 filières, vous avez 300 gérants de fonds différents, tous différents les uns des autres, sur des stratégies différentes, sur des géographies différentes, etc. Si on prend que, c'est très conservateur, mais si on suppose que chacun
fait ne serait-ce que 20 lignes d'investissement, il y en a qui font beaucoup plus, hein, mais prenons 20, ben, vous allez avoir 6 000 lignes dans un portefeuille, ce qui est absolument énorme. Vous êtes plus diversifié et en plus, vous êtes sur des sociétés de pointe avec des gens qui les arbitrent en permanence, qui ajoutent de la valeur dans chacune d'entre elles. Et vous avez donc ces 300 gérants, donc probablement en moyenne 5-6 operating partners lourds dans chacun des fonds. Vous avez donc des centaines et des centaines de gens ultra expérimentés qui vont gérer ces sociétés en apportant et en injectant de la valeur dans chacune d'entre elles. Et pardon, Alex, C'est quelque chose qui n'était pas possible avant, ouais. inimaginable avant. Et je sais pas si tu l'as dit, et pardon, j'ai peut-être raté, mais ça peut aussi toucher d'autres classes d'actifs que les actions de ces sociétés. Ça peut concerner Absolument. aussi leur dette. La dette privée, absolument. dette Il y a des privée, fonds voilà. structurés comme du private equity, donc on les englobe dans l'appellation, mais qui en réalité, l'actif sous-jacent, c'est pas de l'equity des sociétés, c'est pas des fonds propres, c'est de la dette privée, qui évidemment a un rendement moindre, mais un risque infiniment moindre, puisque c'est de la dette sécurisée. Un des Donc, en avantages effet, aussi de ces fonds feeders, c'est qu'en tant que particulier, en fait, on investit à côté du fonds souverain de Singapour, d'Allianz, absolument. d'AXA, ce qui est Exact. inaccessible pour quiconque On normalement. investit à côté de Ludo, c'est vraiment la classe, quoi. C'est ça. Sauf que lui, il le fait avec l'argent des clients. Nous aussi, remarquez. Donc, tout Nous à aussi, fait. ouais. Nous aussi. Mais on le fait aussi pour nous-mêmes. Bon, mais blague à part, effectivement, c'est tout à fait nouveau. C'est majeur en termes de changement de ce que ça veut dire pour la gestion des finances personnelles de nos clients. C'est vraiment structurel comme changement. Euh, Parce que là, pour le coup, autant pour les cryptos, on disait max 1-2%, peut-être un peu plus. Pourquoi pas, hein, pour les gens qui vraiment y croient vraiment à fond, c'est c'est les clients qui décident de toute façon s'ils veulent mettre plus, ils mettront plus. Mais autant pour ça, on va parler un peu de modération parce que pour l'instant, c'est quand même un peu le début du truc. Pour le private equity qui existe depuis maintenant 50 ans, et avec des masses mondiales qui ont été multipliées par 8 depuis le début de ce siècle. Donc c'est quelque chose qui s'est totalement sécularisé. C'est absolument gigantesque. De plus en plus de sociétés, plutôt que d'aller en bourse, préfèrent se faire acheter par des fonds. Euh, qui en plus les aide et qui leur ajoute de la valeur. Alors que si vous êtes coté en bourse, personne ne vous aide. Au contraire, on vous mordit en permanence les mollets. Pardon, Michel. Non, mais Alexandre, je voudrais qu'on reste sur ce sujet-là. En parlant d'ailleurs des taux de rendement, on paierait quel type de taux de rendement avec ces... Pour l'instant, sur la douzaine d'acteurs qui fabriquent ces fonds feeders, nous, on a sélectionné à ce stade 3 dont nous travaillons qu'avec ces 3-là pour l'instant. Nous regardons les autres, mais pour l'instant, c'est ces 3-là qui sont nos chouchous, si je puis dire. C'est Opal Capital, filiale de Tikeo, c'est Private Corner, une société française indépendante, et depuis peu Euraseo qui a lancé des feeders sur leur propre fonds Euraseo. Donc c'est des acteurs vraiment de premier rang. Alors ces gens-là, pour l'instant, ont tous émis une grosse quinzaine de fonds feeders depuis, comme je disais, 2 ans. Et nous avons tous étudié de très près, nous avons investi dans certains d'entre eux, pas mal d'entre eux, et nous avons regardé cet écart entre les fonds qui vont tendre à proposer quelque chose autour de 9-10%, qui sont les fonds de dette, on vient d'en parler, de dette privée, sont beaucoup plus sécurisés que les fonds equity. Et les plus extraordinaires d'entre eux proposent un rendement net pour l'investisseur de plus de 25% par an, ce qui est absolument considérable. Et la moyenne de tous ceux que j'ai pu observer jusqu'ici tourne entre 16 et 17% en moyenne par an sur le long terme, sur les 10 ans de déroulé. C'est quand même très important parce qu'à 16%, votre capital double en moins de 5 ans. Entre marques, de mémoire, je crois que c'est autour de 30, et là, autour de, au mieux, allez, 25, mais sinon autour de 16-17, c'est quand même pas mal, oui. Ouais, en effet. Après, est-ce qu'il y a une vraie liquidité derrière ces investissements, s'il y a un besoin urgent? Excellente question. La seule variable sur laquelle vous faites une impasse totale lorsque vous lancez dans ce jeu-là, c'est la liquidité. C'est la liquidité parce que tous les flux, comment ça fonctionne? Vous souscrivez pour 1 million, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous souscrivez à 10 fonds différents. Chacun de ces fonds feeders vont appeler vos capitaux au fur et à mesure sur les 4 premières années. Ensuite, l'année 5, en général, est à peu près neutre.
C'est-à-dire qu'ils vous rendent à peu près ce qu'ils vous demandent. Et à partir de l'année 6, ils vous rendent nettement plus qu'ils vous ont demandé. Parce que pour faire 16% par an, ça veut dire que grosso modo, ils vous rendent deux fois ce qu'ils ont appelé. Et donc, ça veut dire que ça redevient liquide au-delà d'un certain temps. Alors, si vous le faites de manière régulière sur 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? À maturité, c'est-à-dire quand vous arrivez dans l'année 11, vous allez toujours avoir les mêmes 10 millésimes parce que le millésime de l'année 1 a disparu, il s'est auto-liquidé, il vous a tout rendu. Et le nouveau millésime, le bébé de l'année 2011, de l'année 11, lui, il vous demande de l'argent. Il est encore, c'est un petit jeune qu'il faut nourrir. Et donc, mais en globalité, vous allez à peu près tous les ans recevoir 2 fois ce que vous envoyez comme argent. Donc, vous êtes créé en fait une sorte de machine à produire un flux annuel. Et ce flux, si la souscription était d'1 million d'euros, le flux annuel net est de la moitié d'1 million d'euros. Alors, qu'est-ce qui est passé? Les premières années, vous allez investir, financer ce besoin de fonds de roulement en quelque sorte pour les premières années. Dès l'année 6-7, tout ça s'équilibre. En année 10, vous avez récupéré tout ce que vous avez, vous êtes fait une sorte de prêt à vous-même en quelque sorte. C'est pas tout à fait évident à comprendre, mais c'est un peu ce qui se passe. Vous avez avancé de l'argent de votre trésorerie par ailleurs liquide. Il faut l'avoir, cette trésorerie liquide, sinon on peut pas se lancer là-dedans. Parce que supposez que vous ayez besoin de cet argent, vous pouvez pas l'appréhender. En revanche, à partir de l'année 10, vous avez ce cash flow permanent qui revient sans cesse. Si vous arrêtez de faire des souscriptions, vous allez avoir encore plus d'argent qui revient, bien sûr, parce que tout le BFR que vous investissez au début va venir se déverser à la fin. Vous n'avez plus que des fonds qui vous remboursent, donc des fonds qui demandent. C'est un jeu extraordinaire comme investissement pour soi-même, mais aussi pour transmettre aux enfants. Pourquoi? Parce que on peut, par exemple, leur permettre à chacun d'avoir une société holding qui va se lancer là-dedans. On peut, en tant que donateur, leur avancer de l'argent dans le fameux BFR, leur avancer cet argent temporairement sur quelques années comme une subvention en compte courant. La société holding se met à faire les investissements et au bout de 10 ans, cette société dont vous leur avez par exemple donné la nue propriété devient, quand vous disparaissez, c'est une pleine propriété d'une société qui génère un demi-million d'euros par an. C'est mon exemple. C'est plus simple sur la crypto, hein. La liquidité est parfaite. La On est liquidité est d'accord. parfaite, vous pouvez retirer à tout moment. Chaque... Donc voilà. Chacun de ces allocations d'actifs a ses avantages et inconvénients. Il faut bien les comparer. Exactement. Et le plus intéressant de tout, c'est d'en avoir plusieurs, évidemment. Et on va dire, comment dire, la private equity, vous pouvez y aller un peu plus parce que vous êtes vraiment investi. Encore une fois, je répète, c'est très important dans l'économie de pointe à tout moment, sur tous les continents, par des gens qui savent exactement ce qu'ils font parce que c'est des équipes très stables qui gagnent d'ailleurs des carrés d'intérêt, ce qu'on appelle carré d'intérêt, c'est-à-dire les commissions de performance énormes, puisque pour faire les 20%, 20-25% net investisseurs, ça veut dire que eux, au brut, ils sont parfois gagnent 40% et plus par an. Toute la plus-value, eux, ils prennent 20% de commission. C'est énorme. Et donc, c'est des gens qui restent parce qu'ils sont extrêmement, sur le long terme, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et le succès apporte le succès. Ils connaissent leur secteur par cœur. Ils connaissent tous les acteurs mondiaux. Et donc, vous êtes toujours avec des gens dont l'intérêt est totalement aligné avec le vôtre. Et l'alignement se poursuit sur toute la chaîne, hein, les gérants, les fabricants des feeders, nous-mêmes, notre rôle à nous, notre valeur ajoutée, c'est de faire du sur-mesure pour chaque client, comme chacun sait, qui est complètement différent. Tous différents les uns des autres. Nous faisons un habillage, nous prenons les bons ingrédients, et, les bons fabricants, etc. Nous sélectionnons les sélectionneurs. Les sélectionneurs sélectionnent les fonds et ils donnent accès aux fonds. Et les fonds font leur boulot. Ludovic, cette démocratisation du private equity, est-ce que tu perçois, toi, à ton échelle, un changement de donne sur le marché? Est-ce que ça change vraiment la donne? Enfin, c'est génial parce qu'en effet, c'était, une, ouais. Vous Ludo a un m'entendez là ou pas? problème. Je vais tenter de répondre à la place de Ludo Peut-être, oui, si, Alexandre, vas-y. tant qu'il n'est pas, tant qu'il est offline. Michel, il n'y a pas de changement de donne sur le fond parce que les flux qui arrivent par ces feeders dans cet écosystème du private, c'est des dizaines de milliards de dollars qui sont investis là. C'est très faible, donc il n'y a pas de changement de don sur le fond du sujet.
Évidemment, pour Ludovic, la question est un peu différente parce que lui euh, va être justement dans les fonds comme Alliance, AXA, on en parlait, le fonds de Singapour, le fonds de Norvège, les fonds souverains, qui eux investissent des centaines, des milliards en fait. Chacun d'entre eux investit des milliards dans cette industrie. Euh, voilà, donc, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table pour essayer de comprendre les types d'allocations qu'on pourrait faire. Alors, on n'est pas évidemment pas là pour donner des conseils d'investissement. Chaque investisseur a un profil. On vous conseille Vous vraiment m'entendez maintenant ou pas? de faire appel à des professionnels, hein. D'ailleurs, Our Vous Family Up est là m'entendez ou pour pas? ça. Mais quand même, autour de la table, quelle serait votre allocation idéale entre crypto d'une part et private equity d'autre part? Peut-être qu'on peut commencer par Frédéric. Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu as un sentiment sur le sujet? Entre private et crypto, enfin, je pense déjà qu'il y a un truc à dire qu'on n'a pas tout à fait dit tout à l'heure sur les cryptos quand on parlait de stablecoin. C'est que, en fait, à partir du moment où on joue sur du stablecoin, ça a été dit, on n'a pas arrêté de dire qu'on émettait du dollar derrière. Mais on le voyait au niveau macro, on le voyait au niveau des économies. Mais il se passe la même chose au niveau du détenteur. Ça veut dire que le détenteur devient, au fur et à mesure, il devient dollar. Donc plus j'ai de stablecoin, plus je suis en fait exposé en dollars. Et donc ça doit être un choix. Si je suis déjà quelqu'un qui est déjà très exposé en dollars, il faut que j'en tienne compte. Il va Absolument. impérativement falloir que je tienne compte de ça. Si j'ai pas décidé de vivre un jour aux États-Unis ou dans la zone dollar et que j'ai déjà peut-être 30% de mes avoirs qui sont libellés en dollars, ça veut dire que si je me mets à jouer beaucoup sur du stable, je vais vraiment pousser cette exposition très loin. Donc c'est vraiment un choix. Se posent aussi des questions de moment d'entrée dans un marché dollar, etc., etc. Enfin, il y a des tas de questions qui se posent par rapport à ça. Moi, quand tout à l'heure, quand tout à l'heure, euh, Marc nous parlait d'une allocation à 5-10%. Oui, pour moi, sur les cryptos, ça faisait vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je pense que, et du reste, quand on regarde même des très grandes entreprises américaines, elles mettent rarement plus de quelques pourcents sur le sujet. 1, 2, 3. Voilà, on est plus de cet ordre-là en général. Euh, le private equity, bah, là, ça dépend résolument de ce qu'est ton horizon, de comment tu comptes collaborer avec la génération future, ce que tu veux faire Mm. avec la génération future, euh, quel âge tu as au moment où tu commences à le faire. Enfin, il y a tellement de paramètres, que la question est super super dure. Donc, et sur il y avait une question qu'on n'a pas touchée tout à l'heure, mais que je trouvais super intéressante sur le stablecoin. C'était pour les family office, pour toutes ces familles qui seraient relativement fortunées et qui sont exposées sur plusieurs continents. Ben, le stablecoin, c'est un outil de gestion. C'est un outil de paiement, voilà, qu'ils peuvent intégrer, qui les affranchit de beaucoup de due diligence, de choses comme ça, de la part du monde bancaire, et qui cette due diligence, elle va justement être plus ou moins confiée à ce moment-là au family office. Hmm. Donc je pense que c'est un instrument qui fait son irruption également pour ça. Pardon, là je suis un petit peu entre parenthèses de ta question, mais je trouvais que tout à l'heure ça valait le coup et que quelque part ça explique en quoi cet instrument nouveau, en fait c'est pour les paiements qu'il peut jouer un rôle très important pour les family office. On n'a pas évoqué, on va passer la parole à Marc hein, sur la question de la location très rapidement, mais on n'a pas évoqué un point sur les stablecoins qui me paraissait intéressant en termes de fiscalité. Il me semble que les allers-retours entre crypto et stablecoin évitent la fiscalité. Autrement dit, on est fiscalisé qu'à partir du moment où on sort, on transforme ces cryptos en fiat et en l'occurrence en euros. Est-ce que c'est un bon moyen de finalement sortir du marché crypto, Bitcoin, Ethereum ou autres cryptos, de passer en stablecoin et donc de ne pas être fiscalisé? Ouais, exactement. C'est un des avantages fiscaux assez importants de cette classe d'actifs, de ne pas acter la fiscalité quand on reste d'une crypto à une autre
et du coup, stablecoin dollar ou stablecoin euro, font partie des cryptoactifs et donc du coup, on évite de matérialiser ces 30 de la flat tax lorsque on réalise des opérations et en gros, on capitalise les gains, pour une, plus-value, future. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Ce qu'il faut préciser, c'est que si jamais et Frédéric le mentionnait, l'utilisation des stablecoins est en train d'augmenter dans l'utilisation pour acheter des biens, que ce soit de l'immobilier ou, des voitures de luxe, ben, on le voit. Par contre, là, on est obligé de déclarer, cet achat. C'est-à-dire qu'un paiement en stablecoin pour un bien physique déclenche la fiscalité. Juste en termes d'allocation aujourd'hui, entre, crypto et private equity, quel est ton point de vue? Frédéric disait que, heu, 5 à 10 c'était quand même très haut. Quel est ton point de vue là-dessus? Nous, on pense, très honnêtement que 5 à 10 10 c'est vraiment pour ceux qui sont, convaincus, heu et qui voilà et qui ont Oui, c'est une affaire de conviction, ouais. une affaire de conviction. 5 entre, 1 et 5 c'est, ce que l'on constate, sur, nos clients, qui ont des patrimoines qui dépassent les 50 millions d'euros et c'est, rarement, 5. On le voit, c'est plus proche, de l'ordre de 2 à 3 et ce qui est logique dans le sens où, c'est la classe d'actifs la plus risquée, de par sa volatilité et de par sa jeunesse et par contre, c'est elle qui a le potentiel de rendement le plus élevé et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'en mettre 10 ou voire beaucoup plus. C'est que ces 2 à 3 doivent mécaniquement devenir dans le patrimoine dans les prochaines années, 10-15-20 et là, le rôle des professionnels du patrimoine comme Our Family Up rentre, dans l'équation en venant conseiller, en venant réallouer en fonction des évolutions de marché, réduire la part des cryptos. On juste une petite digression, pour rajouter un point sur le futur et sur, un élément qui est selon moi très important et qu'on va voir un des moteurs du marché du private equity et des cryptos, sur les prochaines années, notamment aux États-Unis. C'est l'executive order qui vient d'être signé le 7 août 2025 par Donald Trump, qui permet, au 401(k), le plan, retraite des Américains, 401(k), de pouvoir, investir dans les actifs alternatifs comme la crypto, le private equity et l'immobilier alternatif et donc ça a été voté, enfin c'est un executive order, ça n'a pas été voté le 7 août et ça devrait rentrer, on va dire dans les 18 mois. Donc on peut s'attendre, c'est quand même un marché à 8 700 milliards de dollars où on va permettre justement de mettre de la crypto et du private equity. Pour moi, c'est de la poudre sèche, pour, ces 2 marchés-là, au cours et c'est aussi pour ça que je parle de super cycle, c'est qu'on voit, il y a des moteurs qui sont en train de s'allumer de tous les côtés, pour les cryptos, et là, dans le cas très concret, pour le private equity. Hem, en termes d'allocation crypto, private equity, quel est votre point de vue? Très rapidement. Vas-y Alexandre. J'y vais, attendez. Sur la crypto, on vient d'en parler, c'est exactement ça, ce qui vient d'être dit. Chacun est totalement différent. Il y a des gens qui ne voudront pas entendre parler, on va sûrement pas les embêter plus que ça. D'autres qui seront très allants et vont s'y intéresser. Et donc, c'est vraiment le client qui décide. Et nous, on est là pour le conseiller, on n'est pas là pour lui dire ce qu'il doit faire. N'oublions pas que tout ça, on parle d'actifs risqués, tous. C'est quand même leur épargne et c'est à nous d'expliquer les risques. Mais c'est eux qui les prennent. Ça, c'est très important. Et les performances passées ne traduisent pas des performances futures. Euh, pardon, tu disais. Oui, non, je voulais donner le mot de la fin à Ludovic. Un mot peut-être, pour conclure Ludovic, soit sur l'allocation, soit sur un autre sujet, très rapidement. Non, je voulais juste revenir, si vous m'entendez bien, sur ce que disait Marc, en fait. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer est fascinant parce qu'on ouvre des nouveaux pools de demandes, que ce soit pour les cryptos, que ce soit pour le private equity, avec ce qui se passe sur le 401(k), donc les fonds de pension américains et on ouvre des nouveaux pôles de demande
ça pose 3 questions. La première, c'est ça va révéler les prix, donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire ça va montrer un peu ce qui est bien, ce qui est pas bien. La deuxième, c'est que ça peut aussi noyer le poisson. C'est-à-dire que les gens plus smart, les gens plus sophistiqués vont essayer de refiler aux gens moins sophistiqués des trucs un peu pourris. Et donc, il faut être encore plus accompagné, encore plus actif, encore plus Mmh, sur ses gardes. Et la troisième absolument. chose, c'est que c'est plutôt bien pour la démocratisation de la finance, que ce soit à cause de la démographie, à cause du fait que le revenu du travail paye pas autant que le revenu du capital. Moi, je trouve que c'est génial d'ouvrir à des gens et c'est tout le mouvement, c'est le côté très positif du mouvement crypto quelque part. C'est d'ouvrir à des gens qui n'auraient pas eu accès à ce qu'on disait tout à l'heure sur les fonds feeders, hein, sur le private equity. Mmh, Il y a un fonds masse qui a fait beaucoup d'argent pendant 10 ans. Et en fait, les fonds feeders, c'est une forme de démocratisation pour des gens qui n'avaient pas accès à ce à quoi les institutions avaient. Donc, je trouve que c'est un moment fascinant de pivot de l'accès, de la démocratisation de la finance. Et donc, il faut absolument le saisir de façon accompagnée et sans être complètement ravi de la crèche sur les risques associés à ça. Il n'y totalement. a pas d'allocation optimale. Ça dépend de votre maturité, de vos liquidités, de vos appétences, de votre éducation, de votre accompagnement. Moi, personnellement, je sais que je pense qu'il faut essayer, il faut s'essayer à une grande variété, à une grande diversification, parce que je pense que ça paiera toujours à long terme. Merci, merci encore messieurs. En tout cas, on retient hein, l'accompagnement personnalisé hein, face à la complexité de ce marché, les innovations, c'est crucial. L'expertise en fait d'un professionnel est cruciale et c'est exactement la mission d'Hour Families Up. Vous accompagner dans ces choix qui parfois sont complexes avec une approche qui est toujours, je rappelle ce que disait Alexandre, sur mesure. La plateforme combine à la fois l'expertise de gestionnaires qui sont chevronnés, Alexandre évidemment, l'innovation technologique pour vous donner accès aux meilleures opportunités. On a parlé de private equity via les fonds feeders, on a parlé de crypto via le discours que nous a apporté Marc. Merci, merci encore Frédéric, Ludovic, Alexandre, Marc pour ces précieux éclairages. Les conversations capitales sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos commentaires sur LinkedIn et ailleurs. Et à dans 3 mois pour un nouvel épisode. D'ici là, investissez avec raison et pas avec émotion. Je vous dis à bientôt.